Il est 22 heures et nous sommes le mardi 2 juillet 2024. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition de la soirée. Les titres de ce soir. Un atelier sur la stratégie de dissémination des réformes des finances fiscales a eu lieu ce matin, co-présidé par le ministre des Finances et le ministre du Budget. Et dans l'actualité internationale, la libération de 50 prisonniers palestiniens, dont le directeur du célèbre hôpital Al-Shifa. Voilà pour les sommaires. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le Palais du Peuple a accueilli aujourd'hui un atelier crucial de dissémination de la stratégie des réformes des finances publiques et du plan d'action 24-27. Co-organisé par le ministère du Budget et le ministère de l'Économie et des Finances chargé de l'Industrie, l'événement a été co-présidé également par les deux ministres respectivement, M. Ismaël Ibrahim Roblé et le ministre de l'Économie et des Finances chargé de l'Industrie, M. Ilyas Moussa Adoualé. Nombreux au cadre de l'administration publique ainsi que de partenaires techniques. En 2023, notre pays a soumis son système de gestion des finances publiques, la GFP, à une évaluation dénommée PEFA. La nouvelle stratégie couvre la période 24-30 et est divisée en deux plans d'action, le premier plan étant prévu pour 2024-2027. Et son objectif est de renforcer la gouvernance économique et financière, ainsi que le processus de modernisation de l'administration publique. Aligner également le système de GFP sur les normes et bonnes pratiques internationales pour consolider les fondamentaux de la GFP et instaurer une discipline budgétaire globale. C'est ce qu'a indiqué dans son intervention la représentante de la Banque mondiale. Voici ses propos. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour cet atelier de finalisation de la stratégie et du plan d'action de la réforme de la gestion des finances publiques à Djibouti. L'élaboration de la stratégie et du plan d'action fait suite au rapport d'évaluation de la performance du système de gestion des finances publiques, PEFA, Public Expenditure and Financial Accountability, qui a été approuvé en mars 2023, et d'autres diagnostics tels que le MAPS, revue de la passation des marchés. Le rapport PEFA avait mis en évidence plusieurs points forts et aussi beaucoup de points nécessitant des améliorations dans le système de gestion des finances publiques. En tant que chef de file, j'ai le plaisir de m'exprimer au nom du groupe de la Banque mondiale et de tous les partenaires techniques et financiers que j'ai cités, qui accompagnent le gouvernement dans la préparation des documents de la réforme de la gestion des finances publiques, à savoir à ce jour la Banque africaine de développement, l'Union européenne, l'Agence française de développement, l'Agence japonaise de coopération internationale, donc JICA, et le PNUD. La préparation de la stratégie de la réforme de la gestion des finances publiques est le fruit d'un travail collectif, interactif, entre les différentes parties prenantes. Je voudrais bien entendu ici saluer le leadership et l'appropriation totale du gouvernement à travers ses équipes techniques. La stratégie a été élaborée en gardant à l'esprit les priorités du gouvernement. Cette stratégie a été par la suite déclinée en plan d'action séquentiel et graduel qui reste à ce jour à finaliser. Ces 3 jours d'atelier, comme le disait le secrétaire général du budget, permettront donc de finaliser toutes les actions qui ont été prises et discutées depuis le mois de novembre dernier. Au terme de cet atelier, les partenaires techniques et financiers souhaiteraient voir finaliser et valider la stratégie et le plan d'action de cette réforme de gestion des finances publiques. Nous souhaitons donc que cet atelier soit une opportunité d'échanger des idées et de travailler ensemble pour atteindre cet important objectif. Prenant la parole également, le ministre du Budget, Ismaël Ibrahim Roblé, s'est réjoui d'avoir co-présidé cet important atelier à la dissémination stratégique des réformes des finances publiques. La réforme des finances publiques constitue l'épine dorsale de la politique gouvernementale et vise à améliorer la gouvernance économique et financière, à renforcer les institutions budgétaires, à responsabiliser au mieux les acteurs clés des finances publiques et promouvoir, je le dis à très haute voix, et promouvoir une culture de performance et de la redevabilité. Cette réforme est d'autant plus cruciale dans le contexte économique actuel, marqué d'une grande incertitude où la réponse budgétaire
demeure le seul levier pour amortir les chocs et créer des conditions plus propices à une croissance inclusive et durable. Cet atelier de dissémination de la stratégie des réformes et du plan d'action vise à fédérer aussi, et c'est vraiment un objectif central, à fédérer tous les acteurs de la gestion des finances publiques autour d'engagements communs, de priorités définies et d'actions permettant de les atteindre. Je me permets donc de confier tous les participants à s'approprier ce document stratégique et à s'imprégner des différents actes d'orientation en travaillant ensemble sur les actions retenues et en apportant les compléments et améliorations nécessaires, et ce, en vue de sa validation. Une fois validé, ce document servira de cadre de dialogue avec les partenaires techniques et financiers ici présents qui vont nous appuyer dans le cadre de son opéralisation durant le prochain quinquennat. Enfin, je voudrais terminer, comme il se doit, mes propos en réitérant mes remerciements à l'équipe d'experts ici présents pour leur précieux appui et leur accompagnement continu tout au long de ces challenges. Et donc, je voudrais, en toute sincérité, vous souhaiter succès. Et pour sa part, le ministre de l'Économie et des Finances chargé de l'Industrie, M. Elias Moussa Daoualé, a dans son intervention souligné les tenants et aboutissants de cet atelier. Je vous propose de les suivre. La gestion des finances publiques et sa réforme, pour moi, c'est un sujet majeur. J'ai souvent tendance à l'appeler la réforme mère. Parce que sans mettre de l'ordre dans nos finances publiques, sans remettre à niveau ces finances publiques, aucune autre politique publique ne peut réussir ni décliner en action, parce que malheureusement, ne trouvera pas les ressources et le processus nécessaire. Cette réforme, elle fait également une suite, ou en tout cas, elle est en couple avec une autre grande réforme, celle de la gouvernance des entreprises publiques. Ces dernières années, nous avons entrepris plusieurs réformes dans le cadre donc de ces réformes structurelles. Nous sommes en train de conduire un agenda ambitieux. Mais tout ce qui a été entrepris jusqu'au jour d'aujourd'hui prendront forme seulement si nous réussissons cette réforme de la gestion des finances publiques. Djibouti a connu une période de transformation assez conséquente durant ces dernières années, durant ces dernières décennies. Nous avons vu la structure du PIB totalement transformée. Nous avons vu beaucoup d'indicateurs changer positivement. Plusieurs milliards de dollars d'investissement ont été engagés. Et donc l'ambition du chef de l'État, président de la République, de son gouvernement et du peuple en général, dans le cadre d'une vision à long terme, c'est de faire en sorte à ce que Djibouti joue en Champions League. Une équipe de première division qui a l'ambition de vouloir participer au Champions League a besoin également d'entreprendre les actions nécessaires. Ici, en d'autres termes, c'est par rapport à nos institutions, plus généralement au niveau des finances publiques. Le format de nos institutions sont restés les mêmes. L'architecture institutionnelle sont restées les mêmes que quand nous avions 20 milliards ou 40 milliards de chiffres de budget. N'importe quelle institution de la République vous prenez, sa transformation n'a pas été accompagnée par cette
par cette adaptation, par ces changements, par cette réforme et par cette redéfinition donc de l'architecture. Pour les finances publiques, aujourd'hui, c'est chose faite. L'actualité de ce 22h, c'est aussi cette conférence de presse co-organisée par le gouverneur de la Banque centrale également, donc membre de l'IFSB, ainsi que le secrétaire général de l'IFSB, Dr Giat Chabzik, et ce, dans le cadre des travaux de la 44e réunion du Conseil d'administration et de la 22e réunion de l'Assemblée générale de l'UFSB. Les journalistes de la radio-télévision de Djibouti ainsi que ceux de la presse écrite étaient présents pour questionner en ce sens les deux responsables. Voici leur réponse. Les banques islamiques sont des banques. À ce titre, elles ont accès à la collecte de dépôts de sa clientèle, en plus de ressources propres au moment de la création qui sont prévues par les textes. Et ces ressources sont mobilisées pour financer les besoins de la clientèle. Donc les besoins de la clientèle sont en fonction des opportunités qui se créent sur la place. Et les banques, donc, sont sollicitées par sa clientèle pour transformer des ressources en investissement. Donc, sur cette base-là, elles font à peu près la même chose que les banques universelles classiques que vous connaissez, c'est-à-dire qu'elles ont dans les ressources, énormément de ressources qui appartiennent à vous, à moi et à tout le monde, qu'elles prennent à leur compte pour donner à des porteurs d'hommes d'affaires pour les investir. Donc, elles participent par un mécanisme différent, mais elles participent au financement comme toute autre banque. Et ce qui démontre que les banques islamiques ont réussi cet exercice, c'est leur progression. En 18 ans, elles sont parties de pratiquement zéro à 25% du part du marché. Tout à l'heure, je citais le chiffre de 150 milliards d'investissements de banques islamiques sur la place. C'est énorme. C'est dire le chemin parcouru. Et grâce à des méthodes de gestion des risques, comme vient de le décrire le secrétaire général de l'IFSB, qui sont différentes, qui permettent donc aux porteurs des affaires et à la banque de partager le risque à travers la kyrielle de produits islamiques qui sont développés. Ce qui reste maintenant à faire à Djibouti, c'est effectivement améliorer les connaissances techniques des banquiers pour que les banquiers soient lui-même à même de conseiller davantage les clients, pour qu'ils conseillent davantage sur les marchés, l'analyse des marchés, mais également sur les produits les plus adaptés pour caler avec le projet. Il y a des investissements les investissements n'ont pas le même retour sur investissement. Il n'y a pas d'investissement sans risque. Le risque zéro n'existait pas. Mais les vertus de la finance islamique, comme vient de le dire le docteur Chabzik, c'est effectivement que le risque soit partagé de façon un peu plus équitable que dans les banques classiques. Et voilà qu'il nous ramène de parler de cet atelier d'évaluation du cadre fiscal dédié à l'évaluation des objectifs de développement durable qui a pour objectif d'éradiquer la pauvreté, mais aussi les objectifs de développement durable 3, qui a pour objectif de ce côté bonne santé et bien-être. Cet atelier s'est tenu à l'hôtel Aïla. Il avait pour but d'échanger entre les acteurs clés un espace propice en vue d'identifier ensemble les stratégies appropriées pour lutter contre la pauvreté tout en améliorant l'accès des soins de santé afin de promouvoir le bien-être de la population djiboutienne. Pour progresser en ce sens, des objectifs de réalisation des développements durables doivent être atteints. C'est dans ce sens que le programme des Nations Unies pour le développement intervient afin d'aider en ce sens la République du Djibouti, c'est ce qu'a précisé le représentant adjoint du PNUD. Ambitieux, tels que réduire de moitié le taux de pauvreté et diminuer l'indice Gini de 0,42 à 0,35 d'ici 2025. On peut noter des progrès réalisés, notamment dans la réduction de la pauvreté multidimensionnelle, qui sont passés de 46,6% à 33,6%. C'est remarquable et mérite d'être salué. Le directeur général des impôts, M. Mohamed Moussa Robles, s'est exprimé également en ces termes. C'est pour moi un grand honneur, mais aussi une immense responsabilité de m'adresser à vous ce matin. C'est une occasion pour l'ouverture de ce webinaire dédié à l'évaluation
2 objectifs de développement durable, à savoir les ODD 1 et 3, portant respectivement sur la lutte contre la pauvreté et l'accès aux soins, afin que nous soyons en mesure de promouvoir le bien-être de nos concitoyens. C'est d'ailleurs dans ce cadre que le PNUD avait lancé en 2021 l'initiative Tax for SDGs en vue d'aider les pays à tirer parti de la fiscalité afin de mobiliser davantage de ressources nationales pour progresser vers la réalisation des 17 objectifs de développement d'ici l'horizon 2030. Ces derniers s'articulent autour de 4 domaines qui ont trait au développement économique, social et humain, environnemental, et s'inscrivent également dans un cadre de gouvernance inclusive. Le programme d'engagement pays de la République de Djibouti, en collaboration avec le PNUD, s'inscrit pleinement dans cette démarche. Après l'atelier dédié à la fiscalité de l'action climatique et plus particulièrement à l'ODD 13 que nous avons entrepris en fin de l'année dernière, nous voilà aujourd'hui dans notre lancée pour explorer l'évaluation des ODD 1 et 3. La Belgique ou l'ambassade de Djibouti en ce pays a organisé une journée d'information cruciale sur la migration en partenariat avec l'Organisation internationale pour les migrants de Djibouti. Un événement de haute importance marqué par des discussions riches, des échanges d'expériences qui a rassemblé plusieurs personnalités éminentes. Parmi elles, Aden Mohamed Dilita, ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire de Djibouti auprès du Royaume du Belgique, Moussa Meigag, représentant permanent auprès du Ligad et de l'Union européenne, Awad Sakin, représentant également de l'Union africaine en Belgique et auprès de l'UE, ainsi que Mme Rita Leranja, la directrice générale Afrique du service européen pour l'action extérieure. Telja Pacifico, chef de mission de l'OIM à Djibouti, et Mme Habib Maris, chef de mission de l'OIM Belgique, étaient également présents. Une journée qui a débuté avec des interventions officielles mettant en avant l'importance de la coopération internationale pour gérer les défis migratoires de Djibouti en tant que carrefour stratégique au détroit de Bab el-Mandab, qui joue donc un rôle crucial dans cette dynamique. Cette stratégie nationale de migration adoptée en 2021 ainsi que le plan d'action quinquennal illustrent l'engagement de Djibouti. En bref et en images, dans le cadre du projet de gestion intégrée des ressources en eau, le PIGIR, financé par la FIDA, l'Union nationale des femmes djiboutiennes, en collaboration avec le ministère de l'Agriculture, de l'eau, de la pêche et de l'élevage, ont organisé au siège de l'UNFD une formation sur les bonnes pratiques en santé de reproduction au profit des accoucheuses traditionnelles. L'événement a réuni les responsables de ces 2 parties. Cette formation a été axée sur la réduction de la morbidité et la mortalité maternelle dans les régions de l'intérieur à travers l'amélioration des compétences des accoucheuses traditionnelles en santé de reproduction. À la fin de la formation, les accoucheuses ont bénéficié des kits d'accouchement complets octroyés par le projet pour faciliter leur travail. L'Agence nationale des personnes handicapées, en collaboration avec le Centre de leadership et de l'entrepreneuriat, ont également organisé un atelier de restitution de l'enquête socio-linguistique des langues de signes djiboutiennes. Co-présidé par le directeur général de la NPH et la directrice de l'insertion sociale, Mme Choukri, l'événement s'inscrit dans le cadre du projet de recherche pour l'unification des langues de signes à Djibouti, ce qui permet de harmoniser les différentes langues nationales, l'afar, le somali et l'arabe, en signes de langue. Ce projet a pour but de comprendre l'usage et la connaissance des langues de signes parmi les personnes malentendantes. Les gendarmes du poste de Lakassal, agissant suite à des renseignements recoupés, ont intercepté un véhicule Land Cruiser Toyota transportant à son bord 36 candidats à l'immigration clandestine, dont 8 femmes et 28 hommes. Après avoir été intercepté par les gendarmes, le conducteur a réussi à prendre la fuite après
après avoir orienté le véhicule sur un ravin en mettant en danger toutes les personnes à bord. Heureusement, l'intervention des gendarmes permet de sauver les passagers à temps. Dans la foulée, un autre camion d'INA arrive sur le lieu de contrôle. Ce véhicule transportait 73 candidats à l'immigration clandestine. Ainsi, le nombre total des migrants clandestins dans les deux véhicules est de 109. Le 30 juin dernier, après avoir reçu une assistance humanitaire en eau et en nourriture, les migrants ont été reconduits à la frontière de Guélilé avec les moyens roulants de l'institution. Quant aux deux passeurs, ils ont été transférés donc à la brigade d'Arta pour enquêter, à l'issue de lesquels ils seront déférés devant la justice pour répondre de leurs actes. En nouvelle du monde, je vous le disais en titre, après 7 mois passés en prison, le directeur de l'hôpital Al-Shifa de la ville de Gaza, Mohamed Abou Selmia, est aujourd'hui un homme libre et heureux. Environ 50 autres prisonniers palestiniens ont été libérés ce 1er juillet. À peine sorti de la prison, Mohamed Abou Selmia a dénoncé les traitements dont il a été témoin. Il a déclaré que lui et d'autres prisonniers avaient été torturés et détenus dans des conditions difficiles. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.